Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Un seul titre à la une de ce magazine, c'est la lourde condamnation de Simone Gbagbo, l'ancienne épouse, l'épouse de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Elle a été condamnée à 20 ans d'emprisonnement ferme, une condamnation deux fois plus lourde que ce qui était requis par les jurés. Également, dans le cadre de notre réflexion de ce mois, nous continuerons la réflexion donc sur la place de la femme africaine, la femme noire, sa place dans la société contemporaine aujourd'hui, que ce soit sur le continent que dans la diaspora. Ce soir déjà, nous sommes avec une invitée, il s'agit de Clotilde Owoshi. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Clotilde Owoshi est une ancienne ministre. Elle est ministre. Il n'y a pas d'ancienne ministre. Elle a été ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale en Côte d'Ivoire. Ce soir, elle est doublement avec nous parce que d'une part, elle est une femme engagée. Elle a écrit un livre très intéressant, c'est On ira jusqu'au bout. De quoi parle-t-on dans ce livre, Clotilde Owoshi, dans ce livre? Merci beaucoup. Ce livre parle de la crise électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Et dans ce livre, je donne mon témoignage justement de femmes engagées, comme vous l'avez dit, mais surtout de femmes ayant occupé des fonctions ministérielles au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et je donne aussi mon témoignage, il faut le dire, en tant que pro-Gbagbo, puisque c'est comme ça que nous sommes identifiés. J'aime pas trop le terme, mais si c'est cela qui est retenu par l'opinion, bon, je préfère le dire. En tant que pro-Gbagbo, comment est-ce que j'ai vécu cette crise post-électorale? J'ai écrit aussi ce livre pour laisser un message, si vous voulez, à la postérité, parce qu'il est de notoriété que l'histoire de l'Afrique a toujours été falsifié et nous faisons partie d'une certaine catégorie d'intellectuels, je pourrais dire, qui pensons que véritablement les Africains doivent écrire leur propre histoire, de peur de la voir falsifiée par les autres. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai donc écrit ce livre, On ira jusqu'au bout. Merci donc à Clotilde Owoshi. Un autre invité nous a rejoint, c'est un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. On ne le présente plus, il s'agit de Michel Gali. Bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, ce soir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes politologue. C'est à ce titre-là qu'on avait vous ce soir. C'est ça pour nous apporter un éclairage sur ce qui pourrait traduire, ce qu'on pourrait comprendre par la lourde condamnation de Simone Gbagbo. On vous laisse vous installer. Merci d'être parmi nous. On va permettre à nos invités de s'installer et aussi à nos auditeurs de prendre le train en marche et on vous accueille avec cette brève présentation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
C'est vrai que c'est le mois de la femme et que la fête était sur le point de se poursuivre avec Malaika de la diva qu'on ne présente plus. Alors, je représente nos invités qui sont déjà arrivés, qui sont avec nous ce soir. Nous sommes avec Clotilde Owoshi, qui est ancienne ministre des Affaires étrangères, sociales et de la solidarité nationale en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Rebonsoir Clotilde. Bonsoir. Le professeur est là, Michel Gali, politologue. Alors, la première question que je vous pose est la suivante, professeur. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette lourde condamnation de Simone Gbagbo? Bon, donc, à mon sens, ce sont des manœuvres d'intimidation. Je sais qu'un certain nombre de militants ou de politiques pensaient peut-être à des peines plus légères, voire à des libérations qui étaient bien improbables. Mais il s'agit avant tout d'intimider l'opposition politique, de la criminaliser, et surtout le but, qui évidemment ne donnera jamais le pouvoir ouvertement, c'est d'écarter toute l'opposition, en tout cas du côté de Laurent Gbagbo, avant les élections prévues, je vous le rappelle, pour octobre 2015. Alors, si pour vous, c'est une manière d'intimider, alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de la politique sociale? En ce sens qu'aujourd'hui, on avait l'impression que la Côte d'Ivoire, tant bien que mal, essayait de rentrer dans un processus de réconciliation. Est-ce qu'on peut par là comprendre, comme le disaient il y a certains membres de l'opposition, qu'effectivement, cette condamnation sonne la mort même du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Bon, effectivement, pour un peu élever le débat ou l'élargir, après un conflit aigu, il y a le choix d'abord d'une justice tout court ou d'une justice de vainqueur, visiblement c'est le second cas à Abidjan, et ensuite d'une juridicisation, c'est-à-dire est-ce qu'on va juger ou non, ou bien est-ce qu'on va pardonner et se réconcilier. Alors, outre qu'entre les bourreaux, c'est-à-dire en l'occurrence, plus de mon point de vue, le camp Ouattara et les victimes, c'est-à-dire l'opposition pro-Gbagbo du sud du pays et de la capitale, c'est extrêmement difficile de parler de réconciliation. Donc, il n'y a que le pouvoir d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro qui parlent de réconciliation. Donc, une réconciliation en sens unique, sans que votre interlocuteur y soit prêt, ça a évidemment peu de chances d'aboutir. La même question, je la pose à Clotilde Owoshi. Qu'en sera-t-il du processus de réconciliation, vous qui êtes dans la diaspora aujourd'hui? Oui, mais avant tout, il faudrait quand même qu'on essaie de présenter brièvement Mme Simone Gbagbo, parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas. On a l'impression que c'est une personne, on va dire entre guillemets, méchante, vulgaire, etc., etc. Beaucoup de personnes à travers le monde ne savent pas que Simone Gbagbo est une intellectuelle de haut niveau. Elle est professeure à l'université, chercheur en tradition orale. Et Simone Gbagbo a été une grande syndicaliste. Elle a dirigé le puissant syndicat des enseignants du supérieur à une période où il y avait le parti unique, où le président Houphouët-Boigny crachait tout feu et tout flamme. Et Simone Gbagbo est donc cette femme de conviction, cette femme d'engagement, cette femme politique. Et ce n'est pas la rencontre avec Laurent Gbagbo qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, il faut être très clair, il faut le préciser. Simone et Laurent Gbagbo se sont rencontrés justement dans les cercles clandestins, des cercles politiques clandestins. Et voilà, elle n'a pas obtenu son aura ou sa renommée par rapport à son mariage avec Laurent Gbagbo. C'est une femme de conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cela étant dit, je suis d'accord avec le professeur Gali pour dire que nous avons assisté à une mascarade de procès. On est un certain nombre à savoir qu'il fallait pas attendre grand-chose de ce procès-là, parce que en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de M. Ouattara à la tête de ce pays, on assiste à la justice des vainqueurs. Vous vous rappelez que M. Ouattara lui-même avait demandé une commission nationale d'enquête pour enquêter sur les violences post-électorales. Et cette commission a donné donc les résultats. Et dans ces résultats-là, les résultats font état du fait qu'il y ait 2100 morts, 2100 morts, alors que généralement, on parle de 3000 morts, 2100 morts. Donc, ça veut dire qu'il y a 900 personnes
900 victimes pour lesquelles on ne sait pas qui sont les assassins. Et cette commission nationale d'enquête a aussi fait la répartition suivante. Parmi les personnes, parmi les victimes, 700 l'ont été du fait des pro-Ouattara et 1400 l'ont été du fait des pro-Gbagbo. Si on part de ce principe, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont les pro-Gbagbo qui apparemment ont tué, entre guillemets, 1400 personnes qui sont jugées, et les pro-Ouattara qui en ont tué 700 ne sont pas jugés. La question, on peut se la poser. C'est vrai qu'il n'est pas très facile quand on n'est pas professionnel du droit, spécialiste du droit, de comprendre. Non, mais Monsieur Juvenal, ça, ce n'est pas une question de droit. C'est une Bien entendu. De bon sens. Il y a eu 2100 morts. Je suis d'accord avec vous. On a fait la répartition en disant il y a 1400 personnes qui ont été tuées par les pro-Gbagbo et 700 ont été tués par les pro-Ouattara. Et pourquoi les pro-Gbagbo sont les seuls à être jugés et pas les pro-Ouattara qui en ont tué 700? Clotilde Owochi, un être humain est égal à un être humain. Clotilde Owochi, il est clair aujourd'hui, ça c'est plus un secret, que ce soit au niveau de la CPI, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, il est clair que c'est la justice des vainqueurs qui est en train de s'appliquer. Maintenant, je suis contente de vous l'entendre dire. C'est pas un secret, ce serait un secret polichinelle parce qu'effectivement, après ce qui s'est passé, après les émeutes post-électorales en Côte d'Ivoire, on voit ceux qui sont traînés devant les tribunaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'il est possible qu'une vie sociale, qu'une réelle paix sociale puisse exister entre Ivoiriens et Ivoiriens qui sont sur le continent et sur la diaspora. Pensez-vous que cette lourde, ces 20 ans de prison ferme, bien qu'on pense, qu'on a entendu par la défense de Mme Gbagbo qui va se pouvoir en cassation, mais est-ce que c'est pas un coup dur qui est porté à ce processus de réconciliation? Bien sûr que c'est un arrêt du processus de réconciliation, parce que toute réconciliation doit être assise sur la vérité. Toute réconciliation doit être assise sur l'équité, sur la recherche de la vérité. Or là, on se rend compte que c'est une seule partie qui est incriminée injustement. C'est qu'une seule partie qui est vouée aux gémonies. C'est une seule partie, alors qu'il y a deux protagonistes dans cette crise. Ce n'est qu'un seul camp qui est jugé, vilipendé, etc. Alors vous pensez que dans ces conditions, on peut clairement parler de réconciliation? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, la réconciliation est déjà plombée. Elle est plombée. Elle est plombée, elle est totalement plombée par ces peines farfelues qu'on a distribuées à ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo. La question que je voudrais vous poser de savoir aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que femme politique, vous pensez contribuer? Est-ce que vous avez encore au fond de vous les ressources nécessaires pour imposer ou contribuer à ce processus de réconciliation? Oui, je peux. Pourquoi pas? Je suis une femme politique. Je peux m'engager dans le combat de la réconciliation. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, toute réconciliation doit pouvoir partir de la justice. Parce que quand il n'y a pas de justice, on peut rien faire. Même avec notre bonne volonté, on peut essayer de parler à nos compatriotes pour qu'ils aillent à la réconciliation, mais il faut qu'au niveau de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, au niveau du pouvoir, il faut qu'un geste fort soit fait pour apaiser les cœurs, pour penser les blessures. N'oubliez pas que les blessures de la crise post-électorale sont encore béantes. Il y a des gens qui sont en exil, il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ne peuvent plus retourner dans leur village parce que leurs champs, leurs plantations, leurs maisons sont occupées par d'autres personnes qui aujourd'hui sont protégés par le pouvoir en place. Vous comprenez? Donc il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire. D'accord. Il est clair qu'il y a beaucoup à faire. Et là, je me tourne vers le professeur Michel Gali. D'après vous, quel avenir pour des hommes comme Michel Soro, sur le plan politique? Guillaume Soro, tant pour moi. Guillaume Soro, tant pour moi. D'accord. Effectivement, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire. À mon sens, il devrait, par équilibre de la justice en ce qui concerne la crise post-électorale, et même depuis 2002, où il a mené une rébellion, il devrait soit être à son tour transféré à La Haye,
soit répondre de ses crimes, des crimes de son camp, notamment de ses chefs de guerre sanglants, qui sont aux plus hautes fonctions à Abidjan, devant des tribunaux ivoiriens, soit l'un, soit l'autre. Donc, d'après ce que je sais, c'est d'ailleurs la position, par exemple, de la diplomatie américaine. Donc, il est impensable que Ouattara le lâche, et même il serait très compliqué que Ouattara et Soro lâchent leur chef de guerre. Mais si on parle de justice effectivement équilibrée, qui ne soit pas une justice de vainqueur, c'est ce qui le menace. Donc, à mon sens, il est un élément clé du système d'Alassane Ouattara, mais à terme, il répondra peut-être de ses agissements. En même temps, on constate aussi que voilà, Guillaume Soro, il est en train de se faire une aura internationale au travers de ses voyages. Oui, mais laquelle? Vous avez vu son voyage au Cameroun, où il Par a été exemple, boycotté par l'opposition. Ce n'est pas une villégiature de tout repos, je dirais, ces voyages à l'étranger. Vous vous rappelez peut-être de cet épisode où, devant la plainte de Jacqueline Chamois, la mère de Michel Gbagbo, il a pris en catastrophe en pleine nuit un avion à Paris pour l'Asie du Sud-Est, parce que c'était un moment où il ne se méfiait pas, en quelque sorte. Il était parti sans accréditation officielle, il n'était pas protégé diplomatiquement, et il ne voulait pas atterrir à la prison de la Santé. Et donc, il a dû fuir. Il y a une plainte qui est toujours pendante, d'ailleurs, pour les mauvais traitements infligés à Michel Gbagbo. Et donc, qui sait si cette plainte, la juge d'instruction Guéris demande à ce que Michel Gbagbo vienne à Paris, et lui qui est pourtant citoyen français, il est empêché par le régime Ouattara de voyager. Mais que Michel Gbagbo témoigne ou non à Paris, la plainte pourrait aboutir à l'interpellation de Guillaume Soro sur le sol français. Donc, je dirais que c'est un destin qui hésite effectivement entre les honneurs et puis l'indignité de l'incarcération et du jugement. merci beaucoup, professeur Michel Gali, pour tous ces éclairages. On vous remercie pour votre disponibilité et vos éclairages au travers de vos interventions. On espère vous avoir très prochainement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On reste avec vous donc, Clotilde Owoshi, pour la seconde partie de ce magazine. 78 21 05 95. Donc, après cette brève ponctuation musicale, on revient vers vous pour la deuxième partie de notre magazine. Shindana malisi nawe ingekuwa malaika pesa zasumbua roho yangu pesa zasumbua roho yangu nami nifanyeje Shindana malisi nawe ingekuwa wa malaika kidege hukuwaza kidege kidege hukuwaza kidege nami C'était donc Myriam Makeba dans Malaika. C'est un classique pour ceux qui ont connu cette époque-là.
Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Ce dimanche a débuté à Lyon un événement sportif réservé aux jeunes filles, aux jeunes femmes, qui est dénommé le FAST. Et nous sommes avec ce soir Candice Blanc, bonsoir. Allô? Candice Blanc? Je ne sais pas si elle est toujours là ou est-ce qu'elle nous a quittés. Candice Blanc donc, était là pour nous expliquer, donc, fait comprendre ce que c'est que le FAST et ce que normalement les jeunes filles et les jeunes garçons qui adhèrent à cet événement peuvent donc avoir droit concrètement, c'est-à-dire il sera question pour les jeunes filles et les jeunes garçons de pouvoir accéder à la pratique du sport, mais surtout d'encourager les jeunes demoiselles, les femmes aussi, à s'engager davantage dans la pratique du sport. Voilà. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Voilà qui est donc implanté. Notre décor est implanté et je reviens donc vers nos invités. Une autre invitée nous a rejoint. Je vous rappelle donc que nous, ce soir, dans le cadre de notre débat radiophonique, nous allons poursuivre la réflexion sur la place de la femme africaine, que ce soit sur le continent que dans la diaspora. Elle semble absente et pourtant elles sont très actives. Et ce soir, nous avons l'honneur d'être avec une femme militante. Il s'agit de Clotilde Owoshi, ministre des Affaires sociales et de la solidarité du temps de Laurent Gbagbo. Il faut rappeler qu'elle avait un projet très ambitieux qui était il était question de la mise en place d'une assurance maladie universelle dans un pays qui compte 37% de pauvres et où 85% de la population ne bénéficie pas des soins de santé. Donc, aux nombreux sceptiques, Clotilde Owoshi donc oppose une batterie d'arguments et un principe de bon sens qu'importent les éventuels déficits qui ne tentent rien à rien, dit-elle. Alors, Clotilde Owoshi, rebonsoir. Bonsoir, pardon, j'ai failli dire bonsoir aussi. Rebonsoir aussi. Rebonsoir. Et effectivement, à vos côtés, donc, toujours en duplex depuis Paris, nous sommes avec une autre dame, une dame très très active. Elle s'appelle Sylvia Serbin. Elle nous a fait le plaisir de mettre sur le marché Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, une œuvre littéraire, jamais un tel ouvrage n'avait encore été écrit et c'est avec un réel talent de conteuse que l'auteur a construit à partir de sources écrites et orales ayant nécessité plusieurs années de recherche, une fresque historique dont la lecture suscite admiration, tristesse, horreur et respect pour ses tempéraments d'exception. Bonsoir Sylvia Serbin. Bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit en un temps très très réduit. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir, en tant sens que vous êtes journaliste, vous êtes historienne, vous êtes écrivaine et même engagée également en politique. Sylvia Serbin, c'est beaucoup pour une femme. Dirait-on. J'ai été pendant 13 ans comme conseillère municipale, maintenant je suis passée à autre chose. Vous êtes passée à autre chose. Alors, c'est avec vous que nous essayerons de comprendre pourquoi ces femmes noires semblent, on va dire, transparentes au regard de l'histoire. En sens qu'aujourd'hui, quand on regarde de très près, on peut voir de manière isolée des femmes. Voilà la journée du 8 mars qui est passée le week-end dernier. On s'interroge si la femme noire a le courage de revendiquer ou alors elle préfère être discrète. La question, je la pose directement à Clotilde Owoshi. Vous qui avez été au sein des seins même du pouvoir politique en Côte d'Ivoire, pourquoi, bien qu'étant présente, on a l'impression que vous n'êtes pas présente, les femmes noires? Clotilde Owoshi. Oui, merci beaucoup. Généralement, les femmes sont assez discrètes, mais c'est une discrétion, on va dire, de façade, parce qu'en réalité, les femmes sont très actives dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social. Elles ont leur place, elles se battent aussi pour
pour être dans les sphères de prise de décision. Et je pense qu'au niveau des partis politiques, le domaine que je connais un peu mieux, c'est que effectivement les hommes ne font pas de cadeaux aux femmes. C'est-à-dire que pour avoir des postes électifs, les hommes veulent tout avoir, ils veulent avoir des postes de décision et ils veulent que les femmes soient reléguées, par exemple, dans les partis à l'organisation. Si vous regardez bien la nomenclature des partis politiques, l'organisation, on va dire l'organigramme des partis politiques, vous allez voir que les postes qui sont affectés aux femmes, généralement, c'est les postes d'organisation, c'est les postes de trésorerie, c'est les postes de cuisine, etc. Et les autres postes qui sont des postes de prise de décision sont occupés par les femmes et par les hommes, pardon. Alors, Clotilde Wouchi, à vous entendre, c'est la faute aux hommes. La faute, elle est partagée. Elle est partagée. Je ne peux pas jeter la pierre aux hommes en disant que c'est la faute exclusive des hommes. Parce que c'est aussi la faute des femmes. Les femmes, la plupart du temps, n'osent pas. Elles n'osent pas, elles sont timides. Parce que dans la tradition, la femme n'a pas pour vocation d'apparaître au grand jour, surtout dans les débats politiques, dans les débats de gestion de la société. Il y a un proverbe de chez moi qui dit la nuit porte conseil. Bien. Alors, Clotilde Wouchi, excusez-moi de vous couper. C'est là où donc je m'intéresse à ce qui a été, on va dire, le projet, l'un des projets les plus ambitieux qui vous a été confié, à savoir mettre en place l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, du coup, on parle plus de la femme en politique, mais on parle du projet de l'assurance maladie. Okay. Bah, non, je veux dire, voilà, vous voyez, on vous confie un tel projet. Ça suppose que ces hommes-là vous font confiance. Oui, mais parce que moi, je faisais partie d'un parti, on va dire, où le président du parti était très en avance sur les questions de promotion de la femme. Et il a su déceler en certaines militantes des capacités à gérer des dossiers importants. Et c'est ainsi que, à moi... et à ma modeste personne, il a confié donc ce projet de l'assurance maladie quand j'ai été nommé ministre de la solidarité, de la sécurité sociale, de la santé et des personnes handicapées. Voilà. Est-ce que alors qu'en est-il? Comment s'est passé? Est-ce que ce projet a vu le jour? Je dirais peut-être non. Mais le projet, mon Dieu, il faudrait peut-être 2 ou 3 émissions pour en parler en long, en large. De toutes les façons. En 2 phrases. Le livre sur l'assurance maladie va sortir bientôt. Il est prêt. Il est déjà chez l'éditeur. J'attends que, peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, il puisse sortir. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est un projet important pour l'Afrique. Vous avez dit dans votre propos liminaire tout à l'heure qu'il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, 94% de la population qui ne bénéficie d'aucune couverture de santé. Il n'y a que 6% privilégiés qui ont des assurances, etc. Et les 94 autres pourcents sont donc tributaires des aléas de la maladie, et voilà. Et donc, le président Laurent Gbagbo nous a demandé de mettre en place cette assurance maladie universelle pour que la plus grande partie de la population, la majorité, presque tout le monde au niveau de la Côte d'Ivoire, puisse accéder à des soins de santé de qualité. Mais il y a eu des événements extérieurs qui ont fait que ce projet n'a pas pu avancer. D'abord, en 2001, l'assurance maladie ne faisait pas partie des considérants des partenaires au développement. Je m'explique. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, la communauté dite internationale n'étaient pas d'accord ou bien étaient réfractaires que dans les pays africains, on puisse mettre en place des mécanismes d'assurance maladie. Ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient qu'il fallait partir avec des processus comme les mutuelles pour aller vers des dispositifs beaucoup plus globaux. Voilà ce qu'ils disaient. Donc, ils mettaient beaucoup plus l'accent sur les mutuelles de santé que sur l'assurance maladie. Or, les mutuelles de santé, il est de notoriété publique que les mutuelles de santé n'arrivent pas à couvrir si vous voulez, l'ensemble de la population. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, les mutuelles de santé ont pénétré très peu le tissu social au niveau de la Côte d'Ivoire.
Pourquoi? Parce que c'est une assurance volontaire. On y adhère quand on veut. Il n'y a pas de moyens coercitifs pour maintenir les adhérents dans le dispositif des mutuelles de santé. D'accord. Alors, Voilà. Clotilde Woshi, on constate une femme, effectivement, une femme qui connaît, qui maîtrise ces dossiers. Maintenant, pour revenir on ira jusqu'au bout. Votre engagement. Vous êtes une femme. Et on voit effectivement que vous êtes une personne qui, quand elle s'y met, elle va arriver jusqu'au bout. Pourquoi, effectivement, vous êtes engagée, mais curieusement, quand on jette un regard, on va dire, de manière empirique sur le continent africain, on a l'impression qu'il n'y a rien. Je vous laisse pas répondre. Je pose la question à notre deuxième invité qui est Sylvia Serbin. Allô, Sylvia Serbin, vous êtes toujours avec nous? Sylvia Serbin semble nous avoir quitté. On reviendra vers elle dans un tout petit instant en espérant qu'elle va nous retrouver. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pendant ce temps, donc, un invité nous a rejoint qui voudrait poser une question donc à Clotilde Woshi, je suppose. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est une question que vous voulez poser à Clotilde Woshi? Ah oui, voilà, j'ai écouté son intervention qui est très intéressante et celle d'ailleurs de Sylvia Serbin. C'est qu'en réalité, moi je dis, il faut déjà cibler le problème de la femme africaine dans son contexte géographique. Il s'agit de la femme noire en Occident ou de la femme noire en Afrique, parce que le problème de la femme noire en Afrique ne s'est jamais posé pour les Africains. En Afrique noire, la femme a toujours eu le pouvoir, même si l'homme a l'autorité. Donc, Clotilde Woshi nous a dit tout à l'heure que dans la tradition africaine, la femme n'a pas vocation à parler en public. Je lui demande d'aller lire un peu beaucoup, même le livre de Sylvia Serbin qui est en train qui est en ligne avec vous, sur les grandes conquêtes, les grandes reines d'Afrique, les grandes femmes en Afrique qui ont fait des prises de décision. Parce que même quand Sylvia a parlé des femmes qui ne prennent pas de décisions, il s'agit tout simplement de la femme en Occident. Ce problème ne se pose pas en Afrique. En Afrique noire, les femmes sont allées à l'école, les femmes ont eu tous les postes de prise de décision. Le problème, il faut donc localiser le problème au niveau de sa géographie. Et il faut dire à tous que la femme africaine, la femme noire, depuis la nuit des temps, a toujours eu une prise de décision, a toujours été déifiée par l'homme. C'est elle qui détient le pouvoir. Il faut voir l'aventure Abigail Samba Diallo, c'est la grande royale qui parle, qui prend les décisions. Il y a eu les Amazones, il y a eu la reine de Saba. L'Afrique noire n'a pas vocation à toujours donner de la place à la femme noire. Il est dit que l'Afrique noire a tu donné la place à la femme noire et la question, je la pose également à Sylvia Serbin qui nous a rejoint. Rebonsoir Sylvia Serbin. Oui, bonsoir. Dans votre œuvre que j'ai eu le plaisir de lire, vous dressez des portraits de femmes, mais ce qui est curieux, c'est que ces femmes, quand on n'a pas eu l'opportunité de lire votre œuvre, on a l'impression qu'elles n'existent pas. Pourquoi ce silence et pourquoi cette transparence? Écoutez, c'est une question importante. Hein. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, les femmes africaines sont partout et de tout temps, elles ont toujours œuvré dans la vie économique, dans la vie sociale, mais malheureusement, elles ne sont pas du tout mises en avant. Et je pense que cela est l'héritage d'influences culturelles et religieuses extérieures, parce que dans l'Afrique précoloniale, même dans les sociétés non matriarcales, des femmes ont eu des rôles importants en tant que reines, en tant que dirigeantes effectives de royaumes, en tant que femmes d'influence, on l'a vu dans le commerce, en tant que mères aussi de grands dirigeants. Et avec l'islamisation de l'Afrique, plus ensuite la colonisation par des sociétés patriarcales, la colonisation et la christianisation par des sociétés occidentales patriarcales, la femme a été complètement reléguée dans l'ombre pour laisser seulement aux hommes le devant de la scène. Donc, ce qui fait que culturellement, au fur et à mesure que les sociétés africaines s'occidentalisaient ou s'islamisaient, ils rejetaient, ils brimaient de plus en plus cette force féminine qui existait auparavant. Donc, historiquement, c'est ce qu'on peut dire. Et en plus, dans mon livre, je présente effectivement beaucoup de femmes qui ont eu des rôles importants, mais comme on est dans un contexte où on ne met pas la femme en avant, on a tendance à occulter toute cette histoire des femmes qui ont pourtant marqué l'histoire de l'Afrique.
Bien, et c'est le moment donc effectivement que je me tourne de nouveau vers Clotilde Woshi. On ira jusqu'au bout. On voit une dame qui crie, une femme qui crie. Voilà, on sait que c'était le slogan, c'était on va dire la phrase choc du président Gbagbo qui est aujourd'hui incarcéré à La Haye. Pourquoi on ira jusqu'au bout? Pourquoi on va choisir d'écrire cette œuvre-là? Oui, merci, mais je voudrais partager la vie de ma sœur, on va dire ma sœur, hein, qui est sur le plateau. Nous sommes sœurs, hein. Pardon? J'ai dit nous sommes sœurs. Oui, voilà, de ma sœur qui est sur le plateau. Je suis très contente de l'entendre. Je crois que après cette émission, je vais courir acheter son livre. Et puis si elle le veut bien, on va continuer d'échanger. Voilà. Je partage entièrement son point de vue, hein, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais l'auditeur qui est intervenu tout à l'heure, peut-être qu'il n'avait pas bien compris mon raisonnement. J'ai pas dit que les femmes sont absentes du tout, hein. Les femmes, elles sont présentes. Elles sont présentes. Malheureusement, elles sont pas mises au devant. C'est de ça que nous parlons. Et elles ne sont pas mises au devant de par les faits historiques, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, mais aussi parce que elles ont cultivé, hein, cette timidité qui ne leur permet pas d'oser véritablement. Et moi, je disais tout à l'heure que dans ma région, généralement, on entend les hommes dire la nuit porte conseil. Et quand ils disent la nuit porte conseil, c'est parce que quand il y a un problème important qui touche la vie du village, la gestion politique du village, et que les hommes sont confrontés à des difficultés pour trouver des solutions, ils mettent fin à la réunion et disent bon, c'est pas grave, il fait nuit, on va se reposer, et demain on reviendra sur la place publique pour prendre des décisions. Et quand ils retournent donc dans le secret de leur chambre, de leur case, ils en parlent à leurs femmes en disant voilà, nous sommes allés sur la place publique, voilà le problème qui se pose au niveau du village, qu'est-ce que toi tu en penses? Et la femme donne son avis. Et cette histoire de dire que la nuit porte conseil, c'est par rapport à la femme qui est une sorte d'égérie, une sorte de conseillère qui donne son avis, un avis motivé souvent à son époux. Et l'époux, bon, le matin, si c'est lui le chef du village, bon, ben, il va et c'est la décision de la femme, la vie de la femme qui porte à la connaissance de l'opinion générale. Donc voilà. La femme, elle joue un rôle important. Seulement, c'est que ce rôle-là, il est discret. Est-ce que vous voyez? Il est donc clair qu'effectivement, il y a des choses qu'on comprend mieux ce soir avec votre regard. Pour revenir sur votre œuvre, on ira jusqu'au bout. C'est vous qui osez écrire sur ce qu'on peut considérer comme ce slogan du président Gbagbo. Pourquoi? On ira jusqu'au bout. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est Laurent Gbagbo qui a lancé ce slogan à La Haye lors de sa première comparution. Et il a dit que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est scandaleux. C'est une ingérence intolérable de la communauté internationale conduite par la France. Parce qu'il a dit que c'est la France qui a fait le travail, c'est la France qui a fait le coup, puisque c'est l'armée française qui a bombardé le palais et qui a massacré un certain nombre de personnes qui étaient autour du palais du président. Donc il a dit on ira jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Mais moi, je paraphrase donc ce slogan du président Gbagbo pour dire on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que au niveau de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous battions pour que la vérité soit dite, nous battions pour que la justice soit faite, pour pouvoir aller à la réconciliation. Parce que sans justice, sans comment on va dire ça, sans équité, ben on pourra jamais aller à la paix ni à la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un cri de guerre, on ira jusqu'au bout, n'est pas un cri de guerre, c'est plutôt le chant de ralliement de tous ceux qui veulent que la paix advienne en Côte d'Ivoire. Voilà, alors ce que je dois préciser aussi, c'est que quand je regarde l'univers littéraire, vous êtes la seule qui ose, sur le point de vue de la littérature, paraphraser et porter ce combat dans cet univers-là. Vous êtes une femme. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, il y a bien des hommes, mais cependant, comme je le disais, vous semblez transparente. Parce qu'on va entendre des voix d'hommes qui sortent, mais pas la vôtre. Pourquoi? Oui, peut-être que je suis transparente parce que je suis une exilée politique. Je suis en France, j'ai le statut de réfugié politique et je dois respecter peut-être l'obligation de réserve.
C'est peut-être Alors, pour ça que... D'accord, on peut le comprendre. On ne me voit pas très souvent, mais D'accord, bon, oui. je suis là. Vous êtes là. Et j'en veux pour preuve, ce soir, vous êtes sur les ondes de Radio Pluriel. Là, c'est pas la transparence. Je me tourne vers Sylvia Serbin. Vous avez pu dépeindre des portraits de femmes qui ont dirigé de grands empires. Mais ces femmes aujourd'hui, dans l'histoire contemporaine, semblent également transparentes. C'est-à-dire, moi, jeune africain, j'ai étudié l'histoire de l'Afrique, je n'en connais pas beaucoup, je n'en connaissais pas jusqu'au moment où j'ai lu votre œuvre. Et pourtant, je suis dans la diaspora aujourd'hui, Sylvia Serbin. Ces femmes-là qui ont marqué leur temps semblent ne pas avoir une réelle influence sur on va dire, l'identification des femmes sur le continent, même dans la diaspora. Pourquoi? Mais vous voulez parler de ces femmes du passé, pourquoi on ne les connaît pas aujourd'hui? Oui, les reines d'Afrique. Et c'est la diaspora. Mais pourquoi? Vous savez, en fait, la plupart étaient des résistantes. Et qui a écrit notre histoire? Souvent, ce sont les colons. Enfin, l'histoire a été écrite par des gens qui maîtrisaient l'écriture, c'est-à-dire les Occidentaux, pendant très longtemps. Et ils n'avaient aucun intérêt à écrire sur des résistantes à leur occupation. Donc, c'est un peu pour ça que c'est très, très difficile aujourd'hui. Et ce que je reproche à nos chercheurs qui auraient la possibilité de le faire, c'est de ne pas s'intéresser suffisamment à ces parcours de femmes qui pourraient servir de modèle d'identification non seulement aux jeunes afro-descendants, mais aussi à d'autres jeunes du monde entier, parce que souvent on nous montre comme femmes d'exception que des occidentales, alors qu'il y en a eu un peu partout dans toutes les autres sociétés du monde, et notamment en Afrique. C'est pas évident, mais ce combat semble quand même, on va dire, on a l'impression qu'il n'y a pas une réelle organisation parce qu'il y a eu la journée du 8 mars, mais on ne voit pas effectivement des femmes très engagées pour émerger comparativement à la femme de l'Occident, qui effectivement aujourd'hui revendique son égalité, revendique sa place, mais ça ne semble pas être le cas pour les femmes noires. Ben, on a Ellen Johnson Sirleaf qui est chef d'État et elle n'est pas la seule. Il y a eu Madame Joyce Banda aussi. Donc déjà, ce sont quelques exemples. Et en plus, malheureusement, dans les écoles, dans les programmes scolaires, on n'enseigne pas l'histoire de ces femmes pour installer dans les mentalités le fait que des femmes peuvent aussi accéder au pouvoir. Donc c'est vraiment un long combat. Et on a eu aussi des femmes qui ont émergé, comme Wangari Maathai, qui est devenue internationalement connue uniquement par son combat et son action. Donc même si c'est difficile pour les femmes africaines, mais il y en a qui arrivent quand même à avoir une notoriété internationale et à œuvrer pour leur pays. C'est vrai, vous avez nommé Ellen Johnson Sirleaf ou alors Madame Panza qui est la présidente voilà, en Centrafrique. Au niveau de la jeunesse noire, j'ai fait allusion même au niveau des jeunes femmes, elles ne semblent pas s'identifier à ces personnes-là, à ces personnages-là par exemple. Mais c'est parce que, comme je disais en introduction de mon intervention, c'est parce qu'on ne les met pas du tout en avant. Et Madame disait tout à l'heure aussi que dans le monde politique, c'est vrai que les hommes veulent toujours garder non seulement les places, mais qu'on ne voit que. Il y a des femmes même dans des grandes institutions financières en Afrique qui font tourner des entreprises, mais c'est pas elles qu'on voit. On voit toujours un homme qui est nommé juste au-dessus, alors que et ils acceptent mal qu'on puisse s'intéresser aux qualités de ces femmes. Donc c'est vraiment un changement de mentalité qui doit s'opérer. Et je fais confiance à la jeune génération qu'elle se fera de plus en plus, parce que nos jeunes femmes aujourd'hui sont plus exigeantes et elles, non seulement elles agissent, mais elles veulent faire savoir ce qu'elles font. Donc c'est important aussi. Quand on fait des choses intéressantes, il ne faut pas les garder que pour soi, il faut en parler, il faut se faire connaître. Et tout ça, ce sont des pratiques à intégrer, pour pouvoir les rendre plus acceptables dans des sociétés qui sont encore fermées au pouvoir des femmes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Donc, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, je vous rappelle donc que vous écoutez. Nous sommes ensemble. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Nos invités ce soir sont Clotilde Owoshi, qui a été ministre des Affaires sociales et de la solidarité du temps de Laurent Gbagbo. Elle a eu comme mission de mettre en marche la mise en place d'une assurance maladie universelle dans un pays, il faut le préciser, qui compte 37% de pauvres et où 85% de la population ne bénéficie pas des soins de santé. Voilà. Et avec elle également, nous sommes en ligne et nous sommes aussi avec Sylvia Serbin. Elle est journaliste, écrivain et historienne. Elle nous éclaire sur la place de la femme noire. On essaie de comprendre pourquoi, malgré les grandes figures contemporaines et même dans le passé qui ont marqué l'histoire de la femme noire, elle semble toujours transparente. On tire, le temps qui nous est parti tire inexorablement vers sa fin et j'aimerais comme l'actualité nous l'impose, je pose la question à Clotilde Owoshi de savoir aujourd'hui, sur le point de vue de la réconciliation en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes dans le présent, nous sommes les historiens du présent, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous en tant que femme politique, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, le procès, c'est-à-dire l'histoire de la Côte d'Ivoire en train de s'écrire de manière, on va dire, un peu erronée, voire même erronée, parce que les Ivoiriens n'ont pas la possibilité, si on en croit tout ce qui a été dit ce soir, l'influence étrangère sur ce pays, ils n'ont pas la possibilité d'écrire leur histoire comme ils le souhaiteraient. Si on vous demandait ce soir, Clotilde Owoshi, quelles sont les pistes, vous en tant que femme, que vous pouvez donc présenter ce soir, comme femme engagée, quelles sont les pistes et solutions que vous pouvez nous proposer ce soir, Clotilde? Merci. Les pistes pour une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que cela, comme j'ai dit au début de cette intervention, cela se trouve dans la main de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire actuellement. Parce que c'est eux qui doivent tendre la main vers les autres. Quand on a du pouvoir, il faut pouvoir rassembler. Il faut pouvoir pardonner ce qui s'est passé. Surtout que c'est de part et d'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des actes, comment on va dire ça, peu recommandables, on va le dire de cette façon-là. Et donc, ceux qui sont au pouvoir doivent se mettre au-dessus, doivent prendre de la hauteur pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. De part et d'autre, il y a eu des exactions, il y a eu des difficultés. Aujourd'hui, nous faisons table rase et nous partons sur de nouvelles bases. Je ne dis pas que il faut donner une prime à l'impunité, mais on peut passer l'éponge sur ce qui s'est passé et parce qu'on est tous des frères, on est tous du même pays, de la même nation, et on peut repartir sur de nouvelles bases. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire que l'exemple que je voulais donner, c'est que quand il y a eu le génocide rwandais, et que les femmes Hutus, par exemple, sont parties en exil et se sont réfugiées du côté de la RDC. Mais quand la paix a commencé à revenir petit à petit dans le pays et que ces femmes Hutus avaient peur de retourner au Rwanda, craignant des actes de vengeance, mais c'est les femmes Tutsis qui ont fait le premier pas et qui sont allées chercher leur sœur Hutu pour qu'elles reviennent au pays en disant que bon, c'est fini, on va se réconcilier, on va repartir sur de nouvelles bases. Elles ont organisé des fêtes, elles ont accueilli ces femmes Hutu là qui avaient peur, qui sont parties en exil, elles les ont accueillies à bras ouverts. C'est un exemple qui, moi, depuis que j'ai lu cette histoire, c'est un exemple qui m'inspire, qui me dit que les femmes peuvent faire quelque chose. Au-delà des gouvernants, les femmes ivoiriennes peuvent s'engager, qu'elles soient du PDCI, qu'elles soient du RDR, qu'elles soient de tout bord politique, elles peuvent s'engager, elles peuvent prendre ce combat à bras le corps pour dire oui, il y a eu ce problème en Côte d'Ivoire, mais nous les femmes, nous transcendons nos différends, nous transcendons nos clivages politiques et nous tendons la main à nos sœurs pour que la réconciliation se fasse. Et ça, c'est vraiment mon rêve, c'est vraiment ma prière que les femmes prennent vraiment cet exemple-là pour essayer de bâtir la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est très bien dit que les femmes donc prennent donc le courage et qu'elles se rapprochent entre elles afin que nous ayons une nuée d'espoir, que nous puissions rêver d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Merci beaucoup à Clotilde Owoshi, on espère vous avoir prochainement pour d'autres éclairages. Merci beaucoup. Il nous reste Sylvia Serbin. Sylvia Serbin,
un vrai régal de lire Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Je vais m'efforcer de le promouvoir partout où je le pourrai, afin que ces jeunes filles et même des jeunes hommes qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir connaître ces héroïnes puissent s'en inspirer. Quel message passez-vous ce soir aux jeunes femmes qui nous écoutent, aux jeunes filles qui nous écoutent, voilà. De toutes les façons, ce livre, je l'avais écrit pour laisser des traces à nos jeunes générations, afin qu'ils soient fiers de leurs ancêtres, de la combativité de leurs ancêtres, que l'Afrique a eu des moments glorieux et on le découvre à travers ce livre. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'elles doivent garder de l'audace, avoir confiance en elles, parce qu'elles ont toutes les qualités pour construire le monde de demain. Donc, c'est à elles de prendre les choses en main maintenant. Et maintenant, dans ce monde qui est interconnecté, qui est globalisé, elles voient des exemples autour d'elles à travers le monde. Et donc, elles n'ont pas de honte à avoir. Il faut qu'elles tracent leur chemin aussi pour participer à la construction de ce nouveau monde. Merci beaucoup à Sylvia Serban. Donc, c'est sur cette belle phrase, cette belle conclusion, on va la prendre comme cela, que on vous quitte ce soir. On espère vous avoir très prochainement pour d'autres échanges. Merci, au revoir. Chers auditeurs, donc notre programme arrive à son terme. On espère vous avoir apporté un brin de réconfort pour celles qui peut-être ce soir sombraient dans le désespoir. Voilà, les femmes depuis la nuit de temps ont toujours su influencer, apporter leur pierre à la construction de l'édifice de ce monde. La nuit porte conseil. On a eu une explication de Clotilde Owoshi. Effectivement, ces grands hommes-là sont toujours allés auprès de leurs femmes la nuit prendre conseil. Rendez-vous est pris mardi prochain à 19h pour réfléchir de nouveau sur la place de la femme noire, que ce soit dans la diaspora que sur le continent africain. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.